Chaque soir, ça peut vous paraître étrange, mais je scrute le ciel avec ma lunette astronomique. Dans un monde de surnutrition, de sous-nutrition, de paix, de guerre, de richesse et de pauvreté, moi, Charles Écal, citoyen de l'an 2032, je scrute le ciel. Tant bien que mal, car la pollution lumineuse, ce fléau des temps modernes, se répandant de nos jours tel un virus, bénin pour certains mais malin pour d'autres. Je scrute le ciel car la vue de tous ces astres, de toutes ces possibilités, de toute cette immensité, ne fait-elle pas plus rêver que de regarder des inepties télévisées? Il est fort probable, voire même certain, que d'autres mondes, habitables et habités existent, d'autres atomes, d'autres molécules, d'autres formes de vie, d'autres intelligences. C'est à tout cela que je pensais, quand un soir mon attention fut attirée par un endroit du ciel. J'observais la mal nommée étoile du berger quand je remarquais son absence. En fait, c'était comme si une masse noire la recouvrait, et elle bougeait. Je pointais l'objet en question et ajustais la mise au point. C'était amusant car l'objet semblait grossir. Quoi? Mais ça grossit? Un météore? Il semble avoir choisi les bois en guise de terrain d'atterrissage. Aux abris! Ouf, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. C'est une météorite de petite taille. Néanmoins, sa surface m'a paru assez étrange. Pas de temps à perdre. Il me semble nécessaire de préciser à l'auditoire, pendant ce temps. Tu vas répondre, oui? Voilà, que faites-vous, Klamberg? Bien, il me semble que nous avons perdu le contact avec ORW2B, un des satellites du système de surveillance. C'est pas bon ça, t'as des détails? En fait, il semblerait rester inerte à gravité sans répondre. Peut-être a-t-il été heurté par quelque chose? Contactez l'observatoire, il faut qu'il me confirme votre thèse. Ce satellite nous a coûté des millions, vous entendez? Entendu. De retour au bois. J'ai écrasé dans cette zone, il me semble. Bon, ça fait quand même plusieurs centaines de mètres carrés. Je sens que la nuit va être longue. Voyons ce qui advient au centre de contrôle. Alors ça, Vous avez l'observatoire, alors que disent-ils? ils ont aperçu l'objet en orbite et selon ces mêmes observations, aucun dommage matériel n'a été subi par ORW2B. Comment est-ce possible? J'ai peut-être une piste. Laquelle? En croisant nos informations ainsi que celles du département des corps célestes, nous sommes arrivés à la conclusion qu'un objet d'origine extraterrestre, probablement issu de la ceinture d'astéroïdes, entra dans l'atmosphère à proximité de notre satellite. Nous sommes sûrs qu'il ne l'a pas touché. Un météore ordinaire n'aurait aucun impact sur notre satellite, Klamberg. Et c'est là où est tout le problème. Ce corps posséderait peut-être des propriétés atypiques. D'ailleurs, il y a peu de chances pour que l'objet ne se soit désintégré en entrant dans l'atmosphère vu sa masse. Parle! Où s'est-il écrasé? D'après nos estimations et les observations signalées localement, il se situerait dans un village moyen du sud-ouest français. Notre astronome amateur reste toujours bredouille. Ah, je commence à désespérer. Une demi-heure que je cherche. Et toujours rien. Attendez, cette odeur, c'est celle de quelque chose qui s'est enflammé. Mais oui, la rentrée atmosphérique. Ah, je l'ai trouvé. C'est comme si un objet s'était incrusté dans un rocher. Et ouf, ça pèse au moins 20 kg. Ouf, c'est lourd. Dommage, je n'ai pas emporté ma lampe torche, j'aurais pu en voir la surface. Bon, on va ramener ça à la maison. Oh, is, oh, is, oh, is, oh, is, oh. J'ai téléphoné à la police locale, ils me le ramèneront. T'as une idée sur sa nature? Il est imaginable que l'objet en question émette un puissant champ électromagnétique qui perturbe nos instruments. Il aurait même pu démagnétiser la mémoire centrale. Vous imaginez tout ce que cette découverte pourrait nous rapporter? Je parle du niveau lucratif, bien entendu. Mais, Klamberg, comment est-ce possible? Une technologie extra. Non, je refuse cette hypothèse, c'est impossible. Comme vous voulez, chef, mais moi je vous dis que c'est une technologie... Non, c'est impossible. Ça en devient ridicule. Cachez-vous la tête dans le sable, c'est une technologie extra... Allez, courage, j'y suis presque. La police! À tous les coups, ils vont prendre l'objet. Nous allons encore, comme d'habitude, passer à la côté d'une grande découverte scientifique. Je refuse cela. Plus vite! Ouf. Non, je me sens mal. On n'a rien trouvé dans le secteur. À tous les coups, c'est une civile qui l'a pris. On n'est pas près de l'avoir, la prime, hein. En tout cas, moi j'ai le café. Précédemment, dans Vétrasp. Il est fort probable, voire même certain, que d'autres mondes, habitables et habités, existent. D'autres atomes, d'autres molécules, d'autres formes de vie, d'autres intelligences. Un météore? Il semble avoir choisi les bois en guise de terrain d'atterrissage. Il me semble que nous avons perdu le contact avec ORW2B, un des satellites du système de surveillance. Aucun dommage matériel n'a été subi par ORW2B. Que l'objet en question émette un puissant champ électromagnétique qui perturbe nos instruments. Ouf, ça pèse au moins 20 kg. Vous imaginez tout ce que cette découverte pourrait nous rapporter? Non, je me sens mal. Et maintenant, la suite. Charles, ça va? Il va revenir d'un instant à l'autre, son état n'est pas critique. Je suis désolé, j'ai une urgence, je dois partir. Allez, réveille-toi. Hein?
Tu te sens mieux? Ah, Marie, mais que fais-tu ici? On t'a retrouvé ce matin dans la forêt inconscient et puis ils m'ont appelé pour que je vienne et ils t'ont ramené chez toi et voilà. Mais pourquoi toi? Enfin, je veux dire, ça fait un bail que je t'ai pas vu. Va savoir. Et qui c'est, il? Les secours, pardi. Ah, suis-je sot. Mais ont-ils ramené une météo, enfin un rocher avec moi? Je ne vois pas du tout à quoi tu fais allusion. Non, non, il n'avait rien de tel. Il est peut-être encore temps. Bon, eh bien, ravi que tu m'aies rendu visite, mais j'ai quelque chose d'important à faire. Mais le docteur m'a dit que tu devais te reposer, enfin... En route, il faut que je retrouve cette météorite. Ce dont Charles ne se doute pas, c'est ce qui se passe à plus de 6000 km de là, à New York. Des incompétents, tous des incompétents. Je peux savoir ce qui se passe, chef? La police locale a reporté la recherche de la météorite, à cause d'une urgence, soi-disant. Bref, elle gît toujours en France, alors que nous pourrions l'exploiter. Qu'allez-vous faire si je puis me permettre de vous le demander? On va envoyer les unités spéciales. Eux, ils me la ramèneront. Une intervention illégale? Ouais, mais je parie qu'ils ne se rendront même pas compte. Nos unités sont tellement performantes, et elles sont déjà en route. Performante? Glamberg, tu reviens une baffe? Non, chef, j'ai rien dit. Après quelques heures de recherche, Charles retrouve la météorite. Je l'ai! Allô? Oui, c'est Marie à l'appareil. Qu'y a-t-il? C'était juste pour te signaler que des hommes armés enfoncent ta porte d'entrée en ce moment même. Quoi? Et ils n'ont pas l'air très sympathiques. Écoute, tu peux me rendre un service? Oui. Tu vas me rejoindre au bois avec ma voiture. Quoi, cette antiquité? Oui, c'est très important. Ne pose pas de questions. Mais qu'est-ce que tu fais dans le bois? J'ai dit ne pose pas de questions. Viens le plus vite possible. Bon, si je me suis évanoui hier, c'est forcément à cause de cette météorite. Et je ne vois pas d'autre solution qu'aller mettre une onde ou un champ électromagnétique. Il faut donc que je mette cette météorite dans une boîte en plomb. Je ne sais pas si ça la rendra inoffensive, mais en tout cas ça atténuera l'effet. Et voilà. Enfin, ça pèse beaucoup plus lourd maintenant. Rapport. Aucun objet correspondant à la description trouvé, chef. On a fouillé de fond en comble la maison. Repos. Comment je m'en veux-tu dire ça aux scientifiques de la base? Calice. Ça y est, je suis là. Où est la voiture? Là-bas. Peux-tu m'aider à transporter ça? Quoi, cette ridicule boîte? S'il te plaît. Bon, d'accord. Ah, c'est vrai que ça pèse une tonne. Jusqu'à la voiture. Quoi? Pourquoi me téléphonez-vous à moi? Et pourquoi pas au chef? Moi je lui ai annoncé ça? Non mais prenez votre courage et demain, vous ne croyez pas que... Ah, il a raccroché. Oui, Klemberg, vous semblez désemparé. C'est que... Ne me dites pas qu'ils ont foiré leur coup. Eh bien, il a appris qu'un certain Charles Cal se trouvait dans la forêt après la chute. Donc ils sont allés voir chez lui, ils ont enfoncé la porte, tout fouillé, mais rien. Et était-il là, ce Charles Truc? Non, la maison était vide. Il s'est sûrement enfui avec notre objet. Ordonnez à nos unités de le rattraper et de nous ramener l'objet. Et où va-t-on maintenant? Je te dépose chez toi. Et que vas-tu faire? Ça ne te regarde pas. Si, ça me regarde, je t'ai quand même aidé. Bon. Je vais aller dans la maison de mes ancêtres. Tu sais, dans le Massif central. Là-bas, j'ai été durer la météorite. Pourquoi si loin? Parce que l'armée, non, la police, non, enfin, parce qu'on me poursuit. Et pour leur échapper, il faut que je sois dans un endroit où personne ne fouillerait. Tiens, prends mon téléphone portable. Il pourrait me localiser avec. Et merci pour tout. De rien? 4 heures plus tard, retrouvons Charles à son domicile auvergnat. Début de l'enregistrement. Étudions cet objet. Déjà, il faut enlever la roche autour. Voilà. Oh, on dirait qu'il est d'origine artificielle. Serait-ce humain ou extraterrestre? Notre héros avait devant lui un objet hexagonal d'environ 10 cm de hauteur sur 10 de largeur et épais de 2 cm. Il semblait y avoir des inscriptions ainsi que des sortes de boutons. Voyons voir, je vais appuyer sur le bouton mis en évidence. Celui-ci est situé en bas, de forme carrée et une sorte de lettre ressemblant globalement à un P est inscrite dessus. J'appuie. Il ne se passe rien? Précédemment, dans Vétraspe. On t'a retrouvé ce matin dans la forêt inconscient et En route, il faut que je retrouve cette météorite. que des hommes armés enfoncent ta porte d'entrée en ce moment même. Il s'est sûrement enfui avec notre objet. Je vais aller dans la maison de mes ancêtres, tu sais, dans le Massif central. Là-bas, j'ai été durer la météorite. J'ai sur le bouton mis en évidence. Celui-ci est situé en bas, de forme carrée et une sorte de lettre ressemblant globalement à un P est inscrite dessus. J'appuie. Épisode 3. Allez, réponds. Organisation de gestion des implants cérébraux, à quoi puis-je vous aider? Salut, c'est Adrian. Adrien? Klemberg. Ah tiens, salut, qu'est-ce que tu deviens, vieille ortie? On dit vieille branche. En fait, j'aurais besoin que tu me localises un implant. Encore ton job. Tu sais que ce n'est pas très bien cela, les gens ont le droit de ne pas être surveillés, ils ont une vie privée. Mais puisque c'est toi, alors, quel implant veux-tu que je te localise? Charles et Cal. Tu n'aurais pas son numéro d'implant? Non, seule l'organisation de gestion des implants cérébraux possède la base de données. Je connais le refrain. Alors, j'ai trois Charles Eckel, un détenu condamné à la peine de mort à Huntsville Unit, un autre sénateur bolivien, et un dernier citoyen français sans antécédent notable. Le dernier, s'il te plaît. Depuis quand embêtez-vous les honnêtes gens?
Bon, c'est l'implant FR Point 2013.31 000 pour 5200. Je vérifie sa position. Alors, tiens, c'est par exemple. Quoi? Incredible! En 5 ans de carrière, je n'ai jamais vu ça. Mais quoi? Sa position est d'une minute à l'autre, passée de Clermont-Ferrand à inconnu. C'est impossible, nous couvrons tout le globe. Mais là, on a un gros problème. Dois-je en faire part à mes supérieurs ou c'est top secret? Non, n'en dis-moi à personne. Bon, au revoir. Comment cela se peut-il? Il n'y a qu'une seule explication. Il n'est plus sur Terre. 400 000 kilomètres plus loin. Que s'est-il passé? Mais où suis-je? Bon, restons calmes. Il fait noir, dans mon dernier souvenir, j'étais dans une maison, oui, c'est cela. Mais maintenant, je suis ici. Ça ne peut être le même endroit, ce n'est pas le même air. Il fait plus frais, tiens. Eh ben, je suis dans de beaux draps, je peux m'applaudir. Quelle idée stupide de... Tiens, une lumière s'est allumée. Ah, on dirait l'intérieur d'un cockpit d'avion. Je suis donc dans une salle coupée du monde, apparemment. Il n'y a pas de porte, pas de fenêtre. Un tableau de commande est à l'avant. Bon, il n'y a pas 36 solutions, ni même 43. Je me suis téléporté jusqu'ici. Je ne savais pas que cette technologie était stable. Bien, admettons que ça puisse exister. Mais pourquoi? Là est la question. Ah tiens, là le téléphone. NASA, allô? Oui, allô, ici Adrian Klumberg de l'American Satellite Organization. Je vois, l'ASO. Que voulez-vous? Eh bien, j'appelle pour... Vous savez bien que je peux répondre à toutes vos questions selon l'accord que nous avons signé avec votre société. Oui, mais c'est plus délicat que ça. En fait, nous avons besoin d'utiliser votre NI. Non, vous n'utiliserez pas la navette interplanétaire car elle n'est pas au point et n'a jamais été testée dans... 1 milliard. Mais on peut s'arranger vu comme ça. Quand est-ce que vous la voulez? Pour le prix, tout de suite. Oui monsieur, elle sera prête pour dans 1 heure à Cap Canaveral. De retour à Charles. Bon, déjà trouvé de quoi se poser et j'aviserai ensuite. Cet objet ressemble approximativement à un siège, mais qui pourrait s'asseoir dedans? Enfin, c'est déjà mieux que rien. Je vais m'asseoir sur ce truc, donc... incroyable! L'objet s'est adapté à ma physiologie. Enfin voilà, un bon fauteuil. Ceci devient de plus en plus étrange. Je me demande si je suis pas dans une sorte de base secrète. Un truc militaire ultra confidentiel. Mais peut-être me font-ils passer un test? Mais qui sont-ils? D'ailleurs, le tableau de bord s'est allumé. Enfin, si c'en est un. Faut peut-être que j'appuie quelque part. Des centaines de boutons, le rêve, quoi. On se croirait dans un film de science-fiction. Ah non, ça bip maintenant. On dirait que le son provient de ce bouton. En plus, il clignote. Je vais appuyer. Chef? Oui, Klamberg. La navette est ok, je viens de téléphoner à la NASA, le décollage est prévu pour dans 1 heure. Bien, tout se déroule comme prévu. L'équipage vient d'être réuni, j'ai regroupé la crème, le top de la performance. Ils trouveront ce que je cherche, car si cette météorite permet de se téléporter, alors déployer tous ces moyens vaut bien le résultat. Et en un laps de temps si court, il n'a pu aller que sur la Lune. On le retrouvera. Croyez-vous qu'il est avec des extraterrestres? Les extraterrestres n'existent pas. Et comment la météorite pourrait-elle se téléporter si elle n'avait pas été conçue par une civilisation plus avancée que la nôtre? Enfin, ce sont des choses qui ne s'expliquent pas. Puis-je répondre, vous allez encore user de votre force physique à des fins de maltraitance du pauvre scientifique travaillant sous vos ordres? Il ne vaudrait mieux pas que vous répondiez. C'est bien ce qui me semblait. Ce vrombissement, on dirait que la salle bouge. Ah! Une lumière intense! Depuis tout ce temps dans l'obscurité environnante, c'est assez étrange. Je vais m'approcher de la lumière. Mais c'est une étoile. Et là, la Terre. Incroyable, je suis dans l'espace. Une masse noire s'éloigne. La Lune sûrement. Un laboratoire secret sélénite. Une secousse. Étrange, tout est redevenu noir. Que faire? Cap Canaveral, Floride, États-Unis d'Amérique. Piste de lancement de la navette interplanétaire. Chef, la navette va décoller dans quelques secondes. Son premier décollage, un moment historique, comme c'est excité. Klamberg, un bon conseil, fermez-la. Charles, machin, où que tu fuis, nous te retrouverons. Nous reprendrons ce qui nous appartient, tu entends? Vous savez qu'il peut pas vous entendre, hein? Ronde de chou. 5, 4, 3, 2, 1, and lift off. Non, c'est impossible. La navette, elle a explosé. Voyons, réfléchissons calmement. Je me suis donc vu quitter la Lune après m'y être téléporté via cette télécommande, appelons ça comme ça. Je suis donc dans une navette qui peut voyager dans le vide interstellaire. Un véhicule de transport spatial en somme, c'est un peu long à dire. Disons un Vétrasp. D'ailleurs, où se dirige ce Vétrasp ? Et qu'est-ce que je fais dedans? Enfin, j'aimerais tellement comprendre ce qui m'arrive et pouvoir rentrer chez moi, manger un bon sandwich jambon beurre. Tiens, un autre bouton qui clignote. La dernière fois, ça a marché. Ah, un tiroir. À l'intérieur, un cube troué. Quel drôle de casque.
Je vais l'enfiler au point où on en est. J'ai mal. Se casse. Bonjour. Retournons sur Terre. Nous interrompons ce programme pour un flash spécial. Suite au sabotage de la navette interplanétaire états-unienne, projet très ambitieux qui coûta beaucoup aux États-Unis, ainsi qu'aux événements du mois dernier, les États-Unis d'Amérique qui viennent de déclarer la guerre à la République populaire de Chine, coupable présumé des faits précédemment cités. Votre président s'exprimera prochainement sur la position de la France dans cette guerre, qui selon certains fanatiques serait une troisième guerre mondiale. Restez à l'antenne pour plus. Il est communément admis que l'univers est extrêmement vaste. De cette hypothèse découle donc l'insignifiance de la Voie lactée. Et de l'insignifiance de la Voie lactée, l'insignifiance du système solaire, amenant enfin l'insignifiance de la Terre, ainsi que celle de ses habitants notables, les humains, plus qu'insignifiants. Il devient donc alors totalement ridicule de considérer la vie de l'un de ces derniers, car étant quasi inexistante. N'est-il pas absurde de s'intéresser à du quasi-rien ? Toutefois, il a été constaté que les quasi-riens attachent une certaine importance aux vies des autres quasi-riens, même fictifs. D'autres quasi-riens, Charles Cal, non content d'avoir découvert un vaisseau extraterrestre et de l'avoir fait fonctionner, se verra bientôt promu au grade de rien. Voyez donc. Vétraspe, freine la vitesse de chute. Vitesse trop importante. Réduction maximale estimée à 25% de la vitesse actuelle. Engagez l'opération. Ma future non-existence me préoccupe, vois-tu. Vétraspe, freine. Procédure de freinage d'urgence enclenchée. Désactivation des systèmes auxiliaires. Chute estimée à plus ou moins 10 secondes. Une coutume chez les quasi-riens de la Terre indique que juste avant de mourir, chacun est supposé se remémorer plus ou moins les événements constituant sa vie passée. L'opération aura au moins eu le mérite d'occuper Charles durant les derniers instants de sa vie. Pour votre confort de compréhension, il vous sera relaté plus calmement ce que le cerveau de Charles tenta d'ordonner en vain, à savoir ce qui s'est passé depuis la mise en marche du Vétraspe. Commençons par les éclaircissements. L'objet qu'il découvrit incrusté à la météorite était en fait la télécommande multifonction du vaisseau. Celle-ci permet entre autres de s'y téléporter. Le vaisseau, ou Vétraspe comme Charles le nomme, a été conçu pour une mise en service intuitive. Ainsi, lorsque Charles prit siège, la séquence assistée de décollage s'enclencha, lui indiquant via des stimuli basiques où et quand appuyer pour que le vaisseau décolle et entre en espace secondaire, qui est une sorte d'hyperespace. Si Charles a la connaissance de toutes ces informations, c'est grâce au dispositif vocal d'adaptation universelle automatisé. Autrement dit, via l'espèce de casque adaptatif qu'il met sur sa tête, un programme de l'intelligence artificielle du vaisseau scanna son cerveau, en quelque sorte, et apprit le langage de Charles, permettant à ce dernier de communiquer vocalement avec le vaisseau. C'est de ces dialogues que Charles tira ses conclusions quant à ce qui lui arriva. Néanmoins, des points d'ombre subsistèrent. Face à des questions telles que « Pourquoi le Vétraspe était-il sur la Lune ? Comment la télécommande est-elle arrivée jusqu'à moi ? Pourquoi tout ça ?» L'intelligence artificielle répondait inlassablement « Réponse inconnue ». Charles se souvint également avoir demandé « Par qui as-tu été conçu ? Aucun équivalent satisfaisant trouvé dans votre langue. » Pendant que ces questions étaient posées en vain, le voyage continuait pour Charles. Il ne savait et ne pouvait savoir où il allait. N'ayant que pour seul compagnon une IA à égée et pour nourriture, je cite, une infâme bouillie synthétisée, il faillit devenir fou lors du retour du vaisseau en espace normal. Sa folie fut effacée par une joie envahissante lorsqu'il vit les étoiles et, miracle, un système planétaire accueillant. Enfin, il est difficile d'avoir un jugement inaffecté concernant l'hospitalité d'une planète inconnue après avoir passé des mois dans le noir. Une telle conversation, enfin, si l'on considère l'IA comme un être pensant, se produit à ce moment. Enfin, Vétraspe, donne-moi des informations concernant ce système. Recherche en cours dans la base de données. Trouvé. Système Armox. Découvert en 14M. Quoi ? Vétraspe, par qui a-t-il été découvert ? Nous. Système planétaire axé autour de la naine rouge Armox. Une seule planète détectée, Armox 1. Diamètre 17 839 km et masse 8,372 x 10 puissance 24 kg. Composition atmosphérique. 63% diazote, 23% dioxygène, 14% dioxyde de carbone, moins d'1% d'autres gaz. C'est incroyable! Ce sont les mêmes gaz que sur Terre! Quelle chance inouïe! Vétraspe, continue. Surface désolée, des vents violents et tempêtes y font rage. Température en degrés Celsius, moins 50. Souhaitez-vous d'autres informations? Oui, la planète est-elle habitable ou habitée? Pour les humains, l'air y est irrespirable. Le taux de dioxyde de carbone, 14%, provoquerait une brutale perte de connaissance et, à terme, des dégâts plus importants. Lors de la découverte de la planète, aucune forme de vie n'a été trouvée. Vétraspe, pourquoi sommes-nous ici? Pouvons-nous repartir? Inconnu.
Inconnu. On s'approche dangereusement. Vétraspe, pourquoi dérivons-nous vers la planète? Inconnu. Vétraspe, éloignement de la planète. Impossible. Vétraspe, que faut-il faire en un pareil cas? Inconnu. Vétraspe, freine la vitesse de chute. Vitesse trop importante. Réduction maximale estimée à 25% de la vitesse actuelle. Engagez l'opération. Ma future non-existence me préoccupe, vois-tu. Vétraspe, freine! Procédure de freinage d'urgence enclenchée. Désactivation des systèmes auxiliaires. Chute estimée à plus ou moins 10 secondes. La pensée du quasirien de terre se retrouva donc au moment précédant la mort. La coutume était accomplie, et Cal va à présent dire adieu à son existence. D'après plusieurs observations provenant des 4 coins de la Voie lactée, les scientifiques ont pu constater qu'il existe plusieurs Vétraspes, et qu'un membre de chaque peuple civilisé en a rencontré un, à des stades souvent primaires de leur histoire, avant que ledit peuple ne développe une quelconque interaction avec les autres. Aucune explication n'a pu être trouvée concernant ce curieux phénomène, personne ne sait d'où viennent les vaisseaux, où vont-ils et à quoi servent-ils. Toutefois, il est sûr que la technologie qu'ils renferment est extrêmement avancée et qu'elle vaut donc extrêmement cher. Aucun peuple, aucun gouvernement, aucune société ni individu n'a pu en étudier un. Les seuls qui auraient pu l'étudier furent les êtres choisis par le vaisseau, mais aucun d'eux ne revint à leur monde natal. C'est pourquoi certains obscurs groupes s'adonnent à la chasse aux Vétraspes, dépensant de folles sommes pour peu de résultats. Du moins, c'est ce qui a été constaté jusqu'à aujourd'hui. La scène suivante n'étant compréhensible pour aucun terrien, nous vous en proposons une version entièrement traduite. Voyons, qu'est-ce qui pourrait satisfaire mon envie? Peut-être du pain... Respectez maître Xord le 6e. J'ai pour vous une bonne nouvelle. Qu'est-ce donc? L'arrivée d'une cargaison de rafraîchissement? Non, respectez maître Xord le 6e. Il s'agit du plan Capture. Comment? Le plan a fonctionné. Nous avons un vaisseau. Quelle grande nouvelle! Il faudra réveiller mes aïeux pour l'occasion. Le vaisseau nous parvient-il en ce moment? Non, le dispositif nous a seulement indiqué une occurrence. Il s'agit de l'installation d'Armokf 1. Le dispositif l'a détecté en espace secondaire et a enclenché la manœuvre de sortie d'hyperespace. Il continue d'attirer l'occurrence vers la planète. Elle devrait s'écraser d'ici peu. Bien, très bien. Engagez les négociations avec les Armokf... Viens, je veux le vaisseau au plus vite. Donnez-leur n'importe quoi d'insignifiant en contrepartie. De toute façon, leur niveau technologique est tel qu'ils ignorent la valeur de ce vaisseau. Une fois celui-ci en main, notre peuple s'imposera comme maître de la galaxie. Imagines-tu l'arsenal destructeur qu'enferme ce vaisseau? Et toutes les technologies hyper avancées que nous revendrons à un prix exorbitant. Imagines-tu tout ça? Pour l'instant, j'imagine très bien votre haleine. Alors on joue les petits rabat-joie. Non, mais j'ai rien dit, moi. Garde, brûlez ces apparats personnels. Je vous implore, respectez maître et ultime possesseur. Et tant que j'y pense, tuez-le aussi. Et n'oubliez pas de me ramener sa tête, sur un pic. Ça ira très bien avec la déco du palais. Non, s'il vous plaît. Votre Pan Galactic Gargle Blaster, maître. Très bien, vous pouvez disposer. Revenons à notre futur mort de service, Charlie Cal, qui, ne l'oublions pas, est en plein atterrissage forcé. Afin de vous proposer un confort maximal, un point de vue extérieur au vaisseau sur la planète sera adopté pour le crash du Vétraspe. Voilà, le crash étant produit, on pourrait penser que notre quasirien soit mort et que l'histoire s'arrête là. Mais une chance inexpliquée s'est attelée à ralentir le vaisseau afin que Charles n'en meure pas. Peut-être est-ce la procédure de freinage d'urgence, ou alors l'angle de chute, la surface. En tout cas, voici ce qu'il advint de Charles. Attention, veuillez considérer les défectuosités suivantes. Système auxiliaire hors service. Propulsion hors service. Recyclage de l'air hors service. Système de pression hors service. Dépressurisation. Et interface vocale hors service aussi. Heureusement que je le suis pas. Malheur, c'est tiré.